Au fond du gaullisme, au fond de la pensée du général de Gaulle, il y a un vrai souci de la question sociale, une vraie inquiétude sociale. Si on entend par gauche le souci de la question sociale, évidemment qu'il y a une part de gauche chez le général. Mais il vous répondrait probablement, s'il était des nôtres aujourd'hui, que c'est pas détachable non plus de sa formation catholique. Salut à toi, cher crayonniste. De Gaulle, personnage tutélaire de la Ve République et fondateur de la République monarchique, comme l'appelait Maurice Duverger, est encore, 60 ans après, sur toutes les lèvres de notre vie politique. Le gaullisme, mouvement abstrait que le général n'a lui-même jamais voulu définir, voit des personnes de tout horizon et de tout âge se revendiquer de son héritage. Caractérisé par certains comme une certaine idée de la France, de sa grandeur, de sa puissance, par d'autres comme une vision au-delà des clivages, réunissant de l'ouvrier au capitaine d'industrie, du social-démocrate au nationaliste. Qu'est-ce que le gaullisme et à qui appartient-il? Et surtout, est-il encore d'actualité? Vos débatteurs sont prêts, votre présentateur est prêt. T'es prêt toi Anto? On se retrouve dans le ring. Vous mentez. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Bah allez-y, je pense à quel chiffre là? 70 milliards. N'importe quoi. Je pensais à 1000. C'est pas le concours de la petite blague. Parce que tu veux, j'entends pas. Non, Vous trouvez ça normal? Ni bien ni pas bien, je peux venir pour avoir des bons, des mauvais points. Que vous le voulez ou non, vous avez une tête d'arabe, vous ressemblez à mon oncle Mahfoud au Maroc. Ah, Monsieur Chambaud, votre adversaire vient de marquer un point, une réaction. Les gens n'ont plein de cul des arabes. On se calme là, merde! Pas possible, c'est pas une cour de récré, merde! Faites la paix. Je vous interromps 30 secondes dans votre visionnage du ring pour vous dire que nous avons lancé avec Grégoire Cascara des Engagés, François-Marie et Gaspard G, que nous avions déjà reçus dans un ring, Élise, l'application pour comprendre les programmes des présidentielles et pour trier les candidats en fonction de leurs mesures plutôt qu'en fonction de leurs interventions médiatiques. En gros, le principe est simple. Nous avons mis des mesures par candidat que nous avons anonymisées et sur le même principe que Tinder, vous pouvez swiper à droite ou à gauche en fonction de si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec ces mesures-là. Au bout d'un certain nombre de swipes, pour un score précis, disons 200, 250, vous avez un classement qui est établi et vous pouvez les trier en fonction du nombre de propositions avec lesquelles vous êtes d'accord et pas d'accord. Donc vous lancez l'application et tout de suite vous tombez sur une mesure. Là, c'est arrêter les installations d'éoliennes et geler les projets en cours. C'est probablement une proposition là de Éric Zemmour ou de Marine Le Pen, mais normalement, beaucoup de gens ne le savent pas. Et donc du coup, peuvent voter juste pour ou contre en fonction de leur ressenti, de leur connaissance et de ce qu'ils pensent du sujet. Donc vous pouvez voter pour, établir un impôt sur la fortune climatique, pour, instaurer le droit de vote à 16 ans contre, et ainsi de suite. Vous pouvez swiper pour ou contre les mesures, dire aussi je ne sais pas. Et au bout d'un certain score, donc là j'en ai vraiment pas fait beaucoup, j'ai fait de manière complètement aléatoire, mais au bout d'un certain nombre de swipes, il y a un classement qui s'établit, et en fait en pourcentage des mesures positives que vous avez. Et ce classement vous permet en fait de comprendre quelles sont les mesures et les candidats qui vous plaisent en fonction de leur proposition. Je vous embête pas plus longtemps, vous pouvez retrouver l'application sur tous les stores. Elle ne collecte aucune donnée, c'est un outil citoyen que nous vous mettons à disposition. Maintenant on se retrouve pour le ring sur le gaullisme. N'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous pensez que le gaullisme est toujours d'actualité. Maintenant on va voir l'avis de nos deux intervenants sur le sujet. Ciao. Donc on se retrouve au cœur du débat. Je suis ravi aujourd'hui d'accueillir Mathieu Bock-Côté. Bonjour Mathieu, je suis ravi de vous accueillir. Vous êtes essayiste, sociologue, vous nous venez du Canada, du Québec plus particulièrement. Plus exactement, oui. Plus exactement. Alors, retour à samedi, comme tout le monde, je scrute Twitter quand soudain j'apprends de manière étonnée, presque effarée, qu'Éric Zemmour entend séparer les enfants handicapés des enfants qui ne le sont pas. Et vous êtes aujourd'hui chroniqueur sur CNews notamment, sur Europe 1 aussi. Et vous êtes essayiste aussi, vous écrivez énormément, vous animez énormément la vie politique d'abord canadienne et québécoise et maintenant française. Et nous sommes aussi avec Pierre Mananti, qui est historien et conseiller politique d'Emmanuel Wargon, qui est ministre du Logement. Enchanté. Bonjour Pierre. Et merci de m'avoir invité. Avec grand plaisir. Vous avez écrit un livre sur le gaullisme social, qui est un mouvement que vous définirez du coup pendant ce débat, et qui cherche à parler de la vision plutôt de gauche et plutôt sociale de l'œuvre du général de Gaulle. Donc du coup, j'aimerais qu'on se pose cette première question qui va permettre de poser aussi un peu les termes du débat. Donc, qu'est-ce que le gaullisme et à qui appartient-il? Et finalement, est-ce que le gaullisme est intrinsèquement de droite? Qui est quand même aujourd'hui, la majorité des gens qui le revendiquent sont plutôt de droite, mais beaucoup de gens s'en revendiquent plus globalement. Est-ce que le gaullisme est plutôt de droite?
C'est une vraie question. En fait, lorsque le général de Gaulle crée son mouvement politique, définit le gaullisme et finalement le positionne sur l'échiquier politique, il rejette à la fois les partis de gauche, dont il ne partage pas la vision constitutionnelle. Il faut se souvenir que le gaullisme politique naît après la Seconde Guerre mondiale. Le général de Gaulle revient au pouvoir, fait d'abord un gouvernement d'union nationale, avec des gens de gauche, des gens de droite, et puis très rapidement est en rupture avec la gauche française, qui voudrait un régime parlementaire, alors que lui imagine, vous l'avez dit en introduction, un autre régime plus présidentiel. Donc il est en rupture avec la gauche, et en même temps il est aussi en rupture avec la droite. Puisque lorsque le général de Gaulle crée son propre parti, en 1947, le Rassemblement du peuple français, il est en guerre avec les démocrates chrétiens, qui représentent la droite française, le MRP, c'est le nom de ce parti, et il leur reproche à eux une certaine tiédeur dans les réformes, un manque de vision sociale de la société, et finalement de ne pas donner assez de corps aux nouvelles cohésions sociales que lui voudrait redonner au pays. Donc, gaullisme ni de gauche ni de droite, c'est un petit peu la définition qu'on pourrait en donner, et d'ailleurs le général parle d'un parti, d'un mouvement, d'une idée qui est au-dessus des partis, au-dessus des clivages. C'est un des grands axes de définition du gaullisme, justement, cette non-appartenance ni à la gauche ni à la droite. Le fait que les partisans de droite et les partisans de gauche me déclarent que j'appartiens à l'autre côté prouve précisément ce que je vous dis. C'est-à-dire que maintenant, comme toujours, je ne suis pas d'un côté, je ne suis pas de l'autre, je suis pour la France. Et en même temps, vous avez raison de le dire, le gaullisme est plutôt un mouvement politique qu'on classe à droite, en particulier à partir de 1951 et surtout à partir de 1958 lorsque le général de Gaulle revient au pouvoir. Et ce classement à droite, il s'explique parce que l'histoire française avance, évolue, les lignes politiques se retracent également, et donc lorsque le général de Gaulle revient au pouvoir en 1958, le paysage politique français se découpe entre ceux qui sont pour de nouvelles institutions, derrière le général de Gaulle, et ceux qui au contraire s'y opposent, et le camp de ceux qui s'y opposent, ce sont d'abord les gens de gauche, derrière François Mitterrand notamment, qui sera candidat à l'élection présidentielle 65. Donc ce positionnement à droite, il vient de 1958, cette recomposition du paysage français, de cette opposition du général de Gaulle à la gauche, mais en réalité, dans son ADN, dans son esprit, le mouvement du général de Gaulle et le gaullisme, c'est un parti ni de gauche ni de droite, et même, et on pourra en parler un peu plus longuement, avec beaucoup d'inspiration de gauche. Complètement. Mathieu Bock-Côté, vous pensez qu'il peut exister un gaullisme ou de gauche ou hors de la droite, en tout cas ? Alors, il y a une tentation récurrente du gaullisme de gauche. On veut qu'il existe, on ne cesse de chercher ses traces ou les manifestations de son existence. Et le simple désir de le voir exister fait en sorte qu'il existe d'une certaine manière. Une fois que c'est dit, le gaullisme, et là j'utilise le mot sans sa connotation péjorative, mais est une forme de nationalisme, entre guillemets, pas au sens d'extrême droite, conservateur, réformiste et romantique tout à la fois. C'est-à-dire conservateur, parce que c'est quand même globalement le parti de la tradition, de la continuité historique. De Gaulle, lorsqu'il proclame la Ve République... C'est dans la légalité que moi-même et mon gouvernement avons assumé le mandat exceptionnel d'établir un projet de constitution nouvelle et de le soumettre à la décision du peuple. A l'impression de résoudre la question de la souveraineté, de la légitimité, qui serait en suspens depuis 1789. Donc De Gaulle, je dirais qu'il restaure la monarchie sous la forme républicaine. Il y a une conception de la nation. Tous ceux qui aujourd'hui voudraient réduire la nation aux valeurs républicaines, entre guillemets, sont tout à fait étrangers au gaullisme. Le gaullisme est sous le signe de la continuité historique. Ensuite, je dis conservateur, romantique. Pourquoi? Parce qu'une forme de patriotisme presque mystique. La légitimité gaulienne est une légitimité démocratique, mais qui n'est pas que démocratique. En 1940, lorsqu'il décide de partir vers Londres et dit « La France, c'est moi », c'est que c'est au nom d'une idée de la nation plus profonde que les institutions qu'elle s'est données à ce moment précis qu'il dit « J'incarne la résistance ». Donc, au-delà des institutions qui, pour l'instant, trahissent la nation, une forme de source mystique, je m'y accroche et j'incarne la nation 40. Et en 1958, quand il revient dans des circonstances que la pudeur nous empêche de nommer quelquefois un coup de force, mais c'en est un néanmoins en 1958, eh bien, il revient encore une fois au nom d'une légitimité qui est plus profonde que celle des institutions présentes, mais qu'il veut faire avaliser par les institutions. Donc c'est important de le dire comme tel. Réformiste, pourquoi? Parce que le général de Gaulle, c'est une de ses formules d'ailleurs, il dit il faut épouser l'esprit de son temps. Donc globalement, il accepte l'époque.
Il n'est pas enthousiaste pour elle. Ne nous contons pas d'histoire. Le monde tel qu'il se dessine n'est pas le monde qui l'enthousiasme. Après la guerre, les modernisations sociétales et ainsi de suite. Néanmoins, il croit qu'il faut adhérer à l'esprit de l'époque pour conserver, c'est ce que disait Régis Debray, c'est ce que disait aussi Marcel Gauchet, il faut pour conserver le noyau sacré de la France, la part éternelle de la France, il faut épouser l'esprit de son temps. Ensuite, politiquement, quoi qu'on en dise, le gaullisme s'est situé dans ce qu'on appelle la droite. Je suis loin d'être un parti... J'aime pas le clivage gauche-droite, je pense que c'est un clivage qui est tout à fait périmé, mais puis, qui est même assez limité dans sa capacité descriptive. Une fois que c'est dit, pour peu qu'on tienne pour acquis qu'il existe, le gaullisme s'est situé à droite, mais avec un contenu très variable avec le temps. Des positions que l'on disait gaullistes dans les années 70, 80, 90 seraient aujourd'hui classées ailleurs sur le spectre politique. Des positions, par exemple... Légitimement? Bah, je pense que, vous savez, je vous le donne tout de suite pour ne pas avoir à le répéter 50 fois de mon point de vue. Pour moi, c'est la gauche qui décide ce qu'elle repousse à droite. C'est-à-dire, globalement, qu'est-ce que la droite? C'est un rassemblement de proscrits. La gauche dit ce qu'elle est, et ce qu'elle ne veut pas, elle dit c'est la droite. Et là, si ce qu'elle n'aime vraiment pas, elle dit c'est l'extrême droite, en gros. Donc, de ce point de vue, des positions qui étaient traditionnellement associées au RPR, par exemple. RPR, qui était l'incarnation presque mythique du néo-gaullisme, eh bien, qui sont quelquefois aujourd'hui reprises par Marine Le Pen, par Éric Zemmour, par d'autres aussi. Il y avait Jean-Pierre Chevènement qui était l'incarnation du gaullisme de gauche, mais qui n'était pas étranger à sa veine nationale exaltée. Donc le contenu du gaullisme a évolué avec le temps. On ne sait plus exactement à quoi ça réfère. C'est très éloigné quelquefois de la pensée du général de Gaulle. Il n'en demeure pas moins que sur le positionnement politique, le gaullisme a été marqué à droite globalement. Et du coup, ce marquage à droite et cet héritage gaulliste doit-il dépasser fondamentalement les pensées et la vision du général de Gaulle? Est-ce qu'il peut y avoir un gaullisme sans de Gaulle? Le gaullisme, c'est d'abord, par définition, l'action et la pensée du général de Gaulle. La pensée, il l'a définie, il a beaucoup écrit, il a écrit énormément de livres, le général de Gaulle, et tous ceux qui se réclament de gaullistes ou de gaullisme, moi je les invite souvent à relire d'abord le général de Gaulle, parce qu'il a laissé beaucoup de textes. Ensuite, c'est l'action. Mathieu Bocoté vient de le dire, c'est un homme de circonstance, le général de Gaulle. C'est un homme qui construit son action au regard du monde qui l'entoure, et c'est aussi pour ça qu'il y a cette évolution politique. Le gaullisme de la guerre, quand il va à Londres pour résister, n'est pas le gaullisme de la libération en 46, qui n'est pas le gaullisme de 58-69 quand il revient au pouvoir, qui n'est pas le néo-gaullisme ou les autres partis qui ont pu s'en inspirer plus tard. Alors, ce glissement à droite du gaullisme, parce que pour moi, à l'origine, un de nos points de désaccord, c'est que je pense qu'il n'est pas à droite à l'origine, et je pense que le gaullisme devient à droite, par la force des choses. Ce glissement à droite, il s'explique aussi parce que l'image du général de Gaulle, le mythe qu'il a instillé, notamment ce mythe romantique, ce mythe du héros national, ce mythe du chef sauveur, ce mythe de la figure au-dessus des partis, presque un petit peu par certains aspects un mythe monarchiste, avec ce chef sacré qui pourrait gouverner le pays. Oui, cette image de père de la nation qu'on pourrait remonter à Clémenceau ou à d'autres sauveurs en période de guerre. Ce mythe amène à une forme d'appropriation politique, j'utilise pas le mot récupération à dessein, mais plutôt d'appropriation lente et en profondeur par la classe politique de droite, et la gauche, au contraire, dans son histoire, dans sa philosophie politique, a toujours rejeté un petit peu ce mythe du chef naturel, ce mythe de la personnalité qui subitement pourrait changer le destin national. Donc ce glissement à droite, il vient à la fois de l'évolution face à la période, et puis il vient aussi de l'identité profonde du gaullisme et de ce mythe gaulliste. Mais vous faites l'impasse, si je peux me permettre, sur le moment RPF. C'est-à-dire, quand de Gaulle, l'action politique du gaullisme d'après-guerre, c'est pas d'abord 58, c'est le RPF. Et le RPF, globalement, alors comme je dis, moi je tiens... Vous savez, les hommes de droite tiennent rarement à dire qu'ils sont de droite. Ce sont les hommes de gauche qui tiennent à dire qu'ils sont de droite. Vous connaissez la formule d'ailleurs, on passe rarement à droite, on dérive à droite. Et lorsqu'on est à gauche, dire de quelqu'un qu'il est de droite, c'est déjà une manière de l'étiqueter négativement. Bon. Une fois que c'est dit, le RPF est un mouvement qui, globalement, ne serait-ce que par son anticommunisme tout à fait vibrant, est un mouvement qui, dans l'économie mentale de l'époque, se présente comme un mouvement que l'on pourrait dire de droite. Ensuite, la plupart des gens de droite, j'y reviens, ont toujours ce désir de transcender je dirais une marque distinctive de la droite, généralement, c'est la volonté de transcender le clivage gauche-droite. Et de ce point de vue, le général a une volonté explicite de transcender ce clivage, sans le moindre doute, mais je crois qu'il ne doute pas, il sait à peu près où sont ses assises. Cela dit, sa droite n'est pas nécessairement justement la droite bourgeoise installée qui est capable de s'accommoder de tous les régimes. On est, de ce point de vue, d'une forme de droite, je le disais, romantique, mais aussi... populaire, d'une certaine manière. Oui, alors il n'y a pas de doute là-dessus, mais il y a chez De Gaulle cette idée, qui est présente chez Machiavel, qui est présente chez bien d'autres, d'un rapport presque plébiscitaire entre le chef et le peuple, et les institutions, ou plutôt les classes intermédiaires, sont
sont généralement vus comme étant d'abord attachés à leurs intérêts plutôt qu'à l'intérêt de la patrie. Et De Gaulle a cette idée que le lien doit être direct avec le peuple. Voilà pourquoi d'ailleurs il y a une conception très référendaire et même plébiscitaire de la démocratie. Ensuite, quand on regarde la formation intellectuelle du général de Gaulle, disons que ce n'est pas la formation d'un homme de gauche de son temps. Mais alors, je pose la question, parce qu'on parlait de au-delà des clivages, ça nous rappelle évidemment une expression qu'on a beaucoup entendue depuis 2017 avec Emmanuel Macron. Je ne vous dis pas que la gauche et la droite, cela ne signifie plus rien, que cela n'existe plus, ou que c'est la même chose. Mais ces clivages, dans les moments historiques, sont-ils indépassables? Est-ce que le parallèle peut être fait, ou c'est vraiment, c'est pas du tout la même chose entre le gaullisme et le macronisme, on va dire, d'une certaine manière? Il est compliqué. Évidemment, il y a quelque chose de profondément gaulliste dans la volonté de vouloir dépasser les clivages, parce que ça a été la dernière grande personnalité, et puis une personnalité qui, à travers son époque et à travers ses successeurs, a toujours voulu être celui qui dépassait ce clivage gauche-droite. Et donc, évidemment, lorsqu'Emmanuel Macron dit « je suis en même temps de gauche, en même temps de droite, je veux incarner une forme de projet national qui va aller vers l'avenir et qui n'aille pas vers les petits intérêts particuliers de différents partis, de différentes factions », il y a quelque chose d'éminemment gaulliste. La ménagère veut le progrès, mais elle ne veut pas la pagaille. Eh bien, c'est vrai aussi pour la France. Il faut le progrès, il ne faut pas la pagaille. Or, le régime des partis, c'est la pagaille. Après, on est aussi marqué par son parcours, son identité, ses actions, et donc là, on ne peut pas dire que sa personnalité est gaulliste. Le projet, l'idée l'est, mais par de nombreux autres traits, il ne l'est pas. Et juste pour revenir quelques instants, mais parce que c'est intéressant, on parlait tout à l'heure du mot plébiscitaire. Il y a beaucoup de gens qui ont fait le lien entre Napoléon III, le moment plébiscitaire, c'est d'abord ça, c'est Napoléon III qui devient président de la République et puis qui fait plébisciter l'Empire et qui devient empereur après son oncle Napoléon Ier. On a souvent tiré une ligne, un trait de liaison entre De Gaulle et les bonapartistes de gauche. Philippe Séguin le faisait. Philippe Séguin le faisait et a écrit notamment un livre dans les années 90 justement sur Napoléon III. Il y a quelque chose de très intéressant dans ce positionnement ambigu, légitimement, historiquement et traditionnellement à droite. Et c'est vrai, la formation du général de Gaulle, il est élevé par son père qui est un monarchiste, il est officier de carrière, il fréquente un grand nombre de personnalités politiques de droite. Et en même temps, au fond du gaullisme, au fond de la pensée du général de Gaulle, il y a un vrai souci de la question sociale, une vraie inquiétude sociale. Oui, mais ça, alors si je peux me permettre sur cette question-là, on pourrait dire la philosophie du général, pour moi, tient globalement dans le fil de l'épée. Le fil de l'épée, c'est là où la philosophie politique du général s'exprime en tant que telle. Ensuite, si on entend par gauche le souci de la question sociale, évidemment qu'il y a une part de gauche chez le général. Mais il vous répondrait probablement, s'il était des nôtres aujourd'hui, que c'est pas détachable non plus de sa formation catholique. Dire, la question sociale chez De Gaulle passe aussi par son catholicisme, le catholicisme qui fin 19e, a cherché à intégrer véritablement la question sociale. Et il faut véritablement être dans cet esprit que la question sociale serait le propre de la gauche, et la droite, j'en comprends, serait le parti de l'argent ou des intérêts individuels ou de l'égoïsme. Et là, dans cet esprit, le gaullisme est aussi à gauche. Alors je comprends qu'ensuite, dans la deuxième moitié du 20e siècle, quand on dit gaullisme de gauche, on entend cette frange du gaullisme qui est particulièrement attentive à la question sociale, à la différence du parti de l'argent qui s'en méfierait. J'entends. Ce serait une forme de social-démocratie presque un peu. J'utiliserai pas ce terme-là parce qu'il y a un côté trop technocratique dans la social-démocratie. Je pense, cela dit, il y a une volonté de redistribution. Le projet, à la fin des années 60, de participation, De Gaulle veut réformer le capitalisme de l'intérieur. Il y a quelque chose chez lui, il y a un attachement très fort à la question sociale. Reste à savoir si l'attachement à la question sociale est un marqueur exclusif de la gauche. Mais du coup, il y a une question aussi de souverainisme à laquelle on pourrait potentiellement opposer Emmanuel Macron. Mais plus globalement, cette question du souverainisme est-il une question de droite aussi? C'est vraiment important de poser cette question-là parce que c'est aujourd'hui un des combats du temps, on va dire de ces 5 dernières années et probablement de ces 5 prochaines, voire plus, de cette question de cette souveraineté et le classement politique de cette souveraineté. D'abord, il faut dire quelque chose. On ne peut pas constamment se poser la question qu'aurait fait le général de Gaulle face à tel ou tel choix. C'est quelque chose qui m'agace beaucoup d'entendre dans différents médias. Et puis, c'est pas le but de ce qu'on veut faire. Donc, que penserait-il de l'Europe actuelle, par exemple? C'est peut-être une des questions auxquelles on ne peut pas répondre. Parce qu'il faut d'abord se dire que le général de Gaulle, sa relation à l'Europe, à la situation du continent européen, c'est un regard qui porte dans une période de guerre froide. Donc, la vision diplomatique du général de Gaulle, elle n'est pas du tout modulable sur celle qu'on a aujourd'hui, par de nombreux aspects. Il faut se rappeler que lorsque le général de Gaulle revient au pouvoir, une des premières choses qu'il fait, c'est d'exclure les Allemands et les Italiens du projet de recherche de bombes atomiques.
Hein, c'est une des toutes premières décisions qu'il prend. Et donc on a longtemps vu ça comme une forme du souverainisme très affiché du général de Gaulle qui, dès qu'il arrive, décide de ne plus travailler avec ses partenaires européens. Bon, c'est aussi quelque chose qu'il faut voir et comprendre d'abord par la volonté de défense du pays. C'est un homme qui a vécu la Seconde Guerre mondiale et qui a vécu la Première Guerre mondiale. On l'oublie souvent, mais le général de Gaulle, il a été officier et il s'est battu pendant la Première Guerre mondiale. Donc il y a un traumatisme qui le marque. Et son rapport à l'Europe, son rapport à l'idée souverainiste, est très marqué par ce parcours personnel, sa vision de la guerre, sa vision aussi de ce qu'est le couple franco-allemand. Hein, un des premiers chefs d'État étrangers qui est invité en France, le premier qui est invité d'ailleurs à la Boisserie, la maison personnelle du général de Gaulle, où il passe plusieurs jours, c'est un des seuls, si ce n'est le seul chef d'État qui aura cette chance, c'est le chancelier allemand. Parce que De Gaulle, là encore, est marqué par sa vision de la guerre et comprend la réconciliation allemande aussi comme une réconciliation personnelle et comme une réconciliation nationale. Donc, j'utilise ces deux exemples pour dire que, oui, évidemment, le souverainisme et peut-être d'abord le nationalisme. L'idée que la France, même si elle doit participer à un projet européen, doit d'abord garder son identité. Ça, c'est le fondement de l'idée gaulliste. C'est pas un souverainisme anti-européen ou un rejet complet de l'Europe. On a vu le général de Gaulle, par exemple, très favorable à une coopération industrielle européenne. Ensuite, je dirais deux choses. Vous avez évoqué la guerre froide. Le général est celui qui, au moment de la guerre froide, cherche à se dérober aux exigences de la guerre froide. On se rappelle qu'au moment de la logique des blocs, De Gaulle veut porter une forme d'international des nations. Une troisième voie, comme il le disait lui-même. Oui, oui. Alors, c'est le discours de Phnom Penh, qui est un discours important. C'est aussi, vous me permettrez de le dire, le Vive le Québec libre. Vive le Québec libre! 24 juillet 67, enfin, après la traversée du chemin du roi, vive le Québec libre, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit qu'il embrasse à sa manière la question nationale. Dans une époque où le monde est franchement divisé selon des critères idéologiques, il rappelle l'importance du principe national. Et ça, je pense que c'est au cœur de la vision gaullienne. Il y a le fait que la nation n'est pas on dirait aujourd'hui, une construction sociale artificielle. Non, non, les nations sont inscrites dans la réalité du monde et la vocation d'une nation est de s'accomplir politiquement par la maîtrise de l'État. Ce qui fait, donc il va être un partisan déclaré, ça fait partie des belles choses, me semble-t-il, de son héritage de l'indépendance du Québec, mais aussi, plus largement, sa vision de l'Europe. C'est une vision où l'Europe c'est une Europe des États et des nations. Et lorsqu'on va parler, justement, il dit, sa citation ne me revient pas exactement, mais l'Europe est grande parce que Dante était italien, Shakespeare anglais, et tout ça ne donnerait rien si on était dans je ne sais quel Volapük intégré. Bon, autrement dit, l'Europe telle qu'on y rêve aujourd'hui chez certains, une Europe, par exemple, qui parle en anglais d'abord et avant tout. C'est un peu étrange, ça. Je suis pas sûr que le général se serait enthousiasmé pour une Europe qui parle d'abord en anglais. Je pense... ou même le projet de langue commune qu'il y avait eu à un moment. Oui, non. Et bah oui, il y a la formule du Volapük, l'espéranto, et le rapport à la Russie. Je pense que c'est important aussi. De Gaulle, par exemple, regarde la Russie et a cette idée que la Russie, on est au moment, c'est l'Union soviétique, là. L'Union, c'est le communisme totalitaire. Et De Gaulle pense que fondamentalement, l'Union soviétique, j'ai pas la formule exacte en tête, mais va boire le communisme. La Russie va boire le communisme comme le papier, le buvard boit le. J'ai pas la formule exacte, vous savez à quoi je fais référence. Donc en gros, le communisme va passer, la Russie va demeurer. Et la Russie demeure un interlocuteur qui appartient néanmoins, pour le général, à l'univers de la civilisation européenne. On est en pleine guerre froide. On est au moment où, de l'autre côté, c'est l'ennemi. Et pourtant, il y a une conscience d'une forme de civilisation. La civilisation européenne existe chez lui. Ensuite, le mot souverainiste est un terme qui apparaît, vous savez, c'est un terme d'origine québécoise, ça vaut la peine de le dire, mais ensuite, qui à l'origine, vous dire chez nous, c'est la volonté que le Québec devienne un État indépendant. Mais il est récupéré en France au début des années 90 pour marquer l'opposition à la construction européenne. Qu'est-ce que le souverainisme? Ce n'est rien d'autre que le rappel du primat de l'État-nation. C'est-à-dire que l'État-nation demeure à lui-même sa propre référence. Ensuite, on lui prête des significations différentes aujourd'hui. Ce que je constate par ailleurs, c'est que ce qu'on nomme souverainisme, cette idée que l'État-nation demeure la figure de référence, qui vient pas nécessairement que le Frexit ou ainsi de suite, ça rassemble un Michel Onfray, comme ça peut rassembler des figures à droite, et je pense que de ce point de vue, si on appelle par souverainisme le primat de l'État-nation, ça je pense qu'on est dans la lignée du gaullisme. Puis ensuite, mais vous avez tout à fait raison de le dire, ceux qui ensuite ne cessent de surinterpréter la pensée du général pour justifier un choix et son contraire, c'est assez lassant. Ensuite, reconnaître que des lignes de fond, c'est faire du général de Gaulle un fédéraliste européen, ça relèverait, me semble-t-il, de l'acrobatie mentale exagérée. C'est la pause ou la mi-temps de ce débat. On aime beaucoup faire ça parce que ça nous permet, selon nous, d'humaniser aussi un peu les positions qui sont prises. J'aimerais que vous nous racontiez chacun votre tour, sans forcément que l'autre réagisse, une anecdote personnelle de pourquoi le général de Gaulle ou le gaullisme vous touche, vous particulièrement, plutôt que quelqu'un d'autre dans la société, ou en tout cas vous.
Si vous voulez bien commencer. Bien sûr, avec plaisir. Peut-être évoquer ma rencontre avec ce beau sujet. Moi, j'ai eu la chance, je suis historien de formation, lors de mes études à l'école normale, de m'intéresser à cette question du gaullisme et de travailler à la Fondation Charles de Gaulle, qui, pour l'anecdote, elle est amusante, est flanquée d'une grande croix de Lorraine et d'un immense drapeau, et se situe en face de l'ex-siège du Parti socialiste. Donc, à l'époque, il y avait deux bâtiments très politiques qui se faisaient face. Et donc, j'ai eu la chance en 2013 de rentrer dans cette belle maison, d'y faire une partie de mes études, d'y travailler également au niveau des archives. Et quand on est historien, moi j'ai eu la chance de publier récemment un livre avec quelques révélations. Ça montre qu'il y a encore beaucoup de choses à trouver, à découvrir sur le gaullisme, parce qu'il y a eu une part secrète dans le parcours du général de Gaulle. Et je vous parle de ça parce que j'ai eu la chance en 2013 et en 2014 de rencontrer deux personnes qui sont toutes les deux disparues, mais c'est l'occasion d'évoquer leur mémoire, puis c'est des personnes qui me sont chères. La première, c'est un monsieur qui s'appelle Michel Enfrol. Je ne suis pas sûr que beaucoup de vos auditeurs le connaissent. De celle que j'ai entendue aujourd'hui, qui était à la fois mignonne et surprenante, on m'a demandé pourquoi De Gaulle est-il mort. Alors évidemment... Mais c'était un amoureux du gaullisme, c'était le journaliste qui a commenté les images de l'alunissage d'Armstrong sur la Lune en 69, et qui était le président des jeunes du RPF de Gaulle, qu'on a évoqué tout à l'heure à plusieurs reprises. Et c'est quelqu'un, moi, qui m'a pris sous son aile, m'a accompagné dans cette maison, m'y a fait rentrer, m'a aidé à rencontrer aussi beaucoup de gens, m'a initié au goût de l'histoire et au goût de l'histoire gaulliste, et donc je voulais évoquer sa mémoire. Puis un autre monsieur qui est malheureusement décédé il y a quelques jours, qui s'appelle Gilles Le Béguec, qui est un historien formidable, qui est aussi quelqu'un qui a été une des bonnes étoiles sur mon parcours d'historien en herbe, qui a longtemps été président du conseil scientifique de cette fondation, donc qui publiait des travaux, des colloques, les origines du général de Gaulle, ses ministres, son entourage. Il s'intéressait beaucoup à cette question de l'entourage. L'homme n'est pas seul, mais qui est autour de lui. Et moi, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai voulu travailler sur cette question du gaullisme social. C'était aussi qui sont les entourages. Comment, au-delà de l'homme, du général de Gaulle, comment le gaullisme a vécu à travers d'autres personnes. Quels sont les vecteurs d'influence? Exactement. Très sympa. Alors, anecdote dit en deux temps. À la maison, très jeune, mon paternel avait le micro-sillon, disait, le 45 tours, le 33 tours, je sais pas exactement, des discours du général de Gaulle au Québec en 67. Et j'étais assez jeune, puis il m'avait fait écouter la plupart de ces discours-là, notamment le Vive le Québec libre, et en me disant, c'est important, écoute ça, c'est un moment important de notre histoire. Oui, papa, oui, j'avais tout à fait raison, c'est un moment essentiel. Et ensuite, je me souviens, moi je suis pas un manifestant de nature, j'ai pas l'habitude de participer à des événements avec des pancartes, et ainsi de suite, des affiches, ça m'énerve. J'en ai fait une fois dans ma vie, peut-être une autre ensuite, mais une qui est essentielle, le 24 juillet 1997, pour les 30 ans de la venue du général de Gaulle au Québec pour le Vive le Québec libre, devant l'hôtel de ville où il avait fait son Vive le Québec libre. Pierre Messmer était là de mémoire, il y en avait quelques autres, et je m'étais rassemblé avec d'autres, j'avais une pancarte France libre, Québec libre, et ainsi de suite, et je la portais avec, puis on disait, on était tous ensemble, Vive le Québec libre. On était à 2 ans du référendum qu'on avait perdu sur l'indépendance, donc France libre, Québec libre, Vive l'indépendance, et c'est une de mes rares manifestations à vie, mais comme quoi, tout le sens de mon engagement, évidemment au Québec, c'est sous le signe du Québec libre, et en France, les figures que j'ai toujours admirées, une figure que j'ai admirée profondément, c'est Philippe Séguin. C'est une de mes premières passions politiques. J'étais tout jeune, je regardais Séguin, j'étais de mon côté de l'Atlantique, et je trouvais que cet homme devait avoir un destin. Et je continue de penser que le fait que Philippe Séguin ne soit pas devenu président, et que son destin avorté, est un moment tragique de l'histoire française contemporaine. On va passer du coup à la deuxième partie. Est-ce que le gaullisme est encore d'actualité et que peut-on faire avec l'héritage du général, ou doit-on faire quelque chose avec l'héritage du général? Est-ce que aujourd'hui le gaullisme est capable de résoudre des problèmes que nous avons aujourd'hui dans la société française, ou est-ce que c'est une nouvelle grille de lecture que nous devons mettre en place? Pierre? Moi, je suis persuadé que le gaullisme est le nom d'autre chose, c'est-à-dire d'un ensemble d'idées, et donc il a encore une complète modernité. Pour répondre concrètement, oui, le gaullisme est une clé de solution pour beaucoup de choses. Maintenant, en quoi est-il une solution et quelle réponse apporte-t-il aux défis contemporains? J'ai dit tout à l'heure que je trouvais un petit peu agaçant les gens qui disaient qu'aurait fait le général de Gaulle en telle ou telle situation, et je ne vais pas changer d'opinion, mais je suis persuadé que le général de Gaulle a fixé quelques grandes lignes, quelques grands caps qu'on peut suivre et qu'on doit suivre si on est d'abord un amoureux du pays et de son avenir, parce que il a été à des moments tragiques le chef espéré par beaucoup, et il a laissé ça en héritage. Alors c'est quoi ces grands caps et ces grandes solutions? Ils sont très généraux. Pour moi, il y en a 3. Le premier, c'est la grandeur. Le général de Gaulle, ça a été au moment de la résistance, dans son combat contre les puissances étrangères et contre les puissances alliées,
qui ne voulait pas de voir une grande puissance française après la guerre. Quand il revient en 1958, 1969, on l'a dit tout à l'heure, en pleine guerre froide, sa volonté d'une troisième voie internationale, son jeu entre l'Union soviétique et entre les États-Unis, sa vision de l'Europe aussi, qui n'était pas justement une Europe fédéraliste ou une grande puissance européenne, mais qui était l'idée de l'Europe comme troisième bloc qui finalement arrivait à échapper à la tutelle des autres blocs. Ça, cette idée de grandeur et de notoriété internationale de la France, c'est quelque chose qui reste encore aujourd'hui et qui vit dans la vie politique française. Deuxièmement, c'est la condition humaine. Le gaullisme a un regard sur la condition humaine et on pourra en parler pendant des heures et Philippe Séguin en a été un des grands défenseurs. Il y a l'idée d'une droite sociale, d'une droite populaire, finalement d'un mariage réussi entre le meilleur de ce qu'il y a à gauche et le meilleur de ce qu'il y a à droite, si tant est qu'on se dit que le social est d'abord quelque chose de gauche, et ça c'est un autre débat. Mais cette question de la condition humaine, cette question de l'humanisme en fait, de mettre l'humain au cœur des réflexions, au cœur des débats, ça aussi c'est quelque chose qui est un legs du gaullisme, et c'est pour ça que je disais tout à l'heure, le gaullisme c'est l'autre nom de quelque chose d'autre, c'est plus profond, c'est des thèmes latents qui reviennent d'avant, c'est pas le général de Gaulle qui a inventé le gaullisme, mais ces thèmes, la grandeur, la condition humaine, et puis le dépassement. Le dépassement, et pour moi c'est ce qu'il y a de plus profond, de plus important dans le gaullisme, et peut-être de plus actuel, c'est la volonté de dire contre les clivages, contre les petites dissensions, contre les attaques mesquines, contre finalement... Contre les calculs. Contre les calculs, il faut être capable de dépasser, de surnager. Et c'est pas seulement surnager les partis avec l'image de l'homme providentiel, c'est aussi surpasser les divisions, chercher le compromis, la solution, chercher ce qui permet d'aller de l'avant. Et ça, il y a quelque chose, moi quand j'écoute les gens, quand je les rencontre, quand je participe à des débats politiques, les gens, ce qu'ils nous disent, c'est ça ne nous intéresse pas le parti d'un tel ou d'un autre. Ce qui nous intéresse, c'est où va la France en 2030, où va la France en 2050. Et ce positionnement qui est qui est vraiment, pour moi, l'ADN du gaullisme, ce dépassement, arrêtons de faire de la politique politicienne et faisons de la politique qui fait avancer le pays, ça c'est le gaullisme. Et ça, je suis persuadé que c'est tout à fait contemporain. Alors, je répondrai juste sur ce que vous venez d'évoquer avant de répondre sur la pertinence du gaullisme. Vous savez, le général de Gaulle, que j'admire profondément, est un homme qui effectivement se situe à bonne hauteur, mais il avait des hommes qui travaillaient pour lui un peu plus bas. Si de Gaulle était capable de toujours être à la hauteur qui était la sienne, c'est parce que les hommes menaient pour lui les petites actions politiciennes auxquelles vous faites référence, et sans lesquelles il ne serait pas revenu au pouvoir, et sans lesquelles il ne s'y serait pas maintenu. Ça, je pense qu'il faut... La politique, quoi qu'on en dise, a toujours une part qui est à la fois... C'est une noblesse dans la politique, et le calcul est inévitable en politique. Une part quotidienne, finalement. Oui, puis le propre de la politique, c'est qu'on ne fait pas que... vous savez, le général a cette formule, je crois que c'est à Palevski, où il dit, c'est même repris dans un document, une espèce de téléfilm qui avait été fait, Le Grand Charles, il dit, si on ne faisait que du bien avec du bien et du mal avec du mal, croyez-vous qu'on aurait besoin de la politique? Palevski, c'est parce que d'un grand mal peut naître un grand bien, et d'un grand bien peut aboutir à un grand mal que les hommes ont besoin d'hommes politiques, que les sociétés humaines ont besoin de politique. Donc c'est l'art de gérer les passions humaines contradictoires. Une fois que c'est dit, je pense que l'héritage du gaullisme, dans la mesure, c'est pas une boîte à outils, hein, c'est-à-dire il n'y a pas le logiciel gaulliste, qu'est-ce que ça nous dit sur quoi faire aujourd'hui? Donc je pense qu'il y a peu de choses. Mais là où c'est pertinent, c'est une lecture du monde. Une lecture du monde d'abord fondée, je le dis, sur une conception historique de la nation. On n'est pas dans une définition désincarnée, une vision éthérée de la nation. La nation, c'est une réalité historique lourde. Et le général de Gaulle, donc tous ceux qui aujourd'hui font les consciences effarouchées quand on parle d'identité nationale, alors que de Gaulle avait une conscience... Et c'est justement parce que de Gaulle était conscient de la profondeur de l'identité nationale qu'il a trouvé un principe de légitimité, justement pour s'opposer à la déliquescence de la nation et des autorités quand c'était nécessaire. Donc le sens de la nation, le sens d'une identité nationale... Ce qu'on ne fait plus aujourd'hui? Je pense, aujourd'hui, le drame, je crois, mais ça c'est pour une série de raisons sur lesquelles on reviendra, je devine pas ici, mais la réduction de la nation aux valeurs, les fameuses valeurs républicaines. Moi, je suis pour les valeurs républicaines comme tout le monde, mais quand on réduit la nation aux valeurs républicaines, on en propose une définition terriblement atrophiée et appauvrie. Je veux dire, il y a autre chose dans la nation que les saintes valeurs républicaines. Il y a l'histoire, le passé, les mœurs, la culture, la part de mystère inévitable qui noue des hommes qui, au fil des siècles, traversent une aventure ensemble. Bon. Alors... je pense qu'il y a la conception de la nation, la conception de l'Europe, aussi l'Europe comme civilisation, pas simplement l'Europe comme machin technocratique. Ça, c'est important aussi. Le sens du politique. Ça, c'est important dans une société aujourd'hui où on cherche à faire passer pour de l'état de droit la judiciarisation du pouvoir et la judiciarisation du politique. Alors, moi, je crois à l'état de droit comme tout le monde, mais on cherche à faire passer pour l'état de droit des choses qui aujourd'hui relèvent, en fait, pour moi, de détournement de la souveraineté au profit d'une souveraineté nouvelle qui est celle des juges et des technocrates.
Et le général croyait au primat du politique. Il croyait au primat de la nation, je l'ai dit, du primat du politique, au primat de la décision politique. Et de ce point de vue, dans une époque qui a tendance justement à emmailloter, à étouffer, à placer dans une gaine juridique exagérément étouffante la souveraineté nationale et populaire, je crois que le général a une conception du politique beaucoup plus décisionniste, beaucoup plus exigeante, qui n'est pas sans vertu, surtout au moment où l'histoire redevient tragique. Ça, ce que dit d'ailleurs souvent Emmanuel Macron. Ensuite, en matière de programme politique au quotidien, ça, on verra bien. C'est-à-dire que je pense qu'on peut tirer plusieurs programmes de cette philosophie politique générale. Je dirais que si on veut retrouver, comme je dis, non pas des solutions, mais un cadre mental qui permet d'appréhender la réalité des choses, une conception de l'être humain aussi, il faut relire beaucoup de livres du général. Mais franchement, Le fil de l'épée, je l'ai dit, qui est pour moi sa philosophie politique, les mémoires de guerre et mémoires d'espoir, peut-être même quelquefois davantage les mémoires d'espoir, mais bon, j'aime beaucoup les mémoires de guerre, et aussi, sur les quelques livres qui lui ont été consacrés, parmi les meilleurs, il y a celui de Régis Debray, hein, À demain de Gaulle, celui de Daniel Mahoney, De Gaulle, Statesmanship and Democracy, on pourra nommer quelques-uns, qui ont compris, je crois, la philosophie politique du gaullisme. Ensuite, d'une philosophie politique, on peut tirer d'autres différentes conclusions, mais si on est sur ce noyau, conception de l'État, conception de la nation, conception de la décision politique, responsabilité personnelle du dirigeant qui s'engage devant l'histoire, conception de la nation dans sa densité existentielle, je crois qu'on n'est pas trop loin quand même de la vérité fondamentale du gaullisme. Mais dans ce cas-là, et sans dire que vous parlez dans d'autres noms que le vôtre, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi dans La République En Marche et dans Emmanuel Macron certains dévoiements du coup de ce gaullisme tel que vous le dites, c'est-à-dire fondamentalement un gaullisme qui va s'approcher d'être contre une judiciarisation de la politique, qui est aujourd'hui un reproche qui peut être souvent fait au gouvernement et à l'Assemblée nationale? Alors, je voudrais d'abord revenir sur quelque chose qui a été dit et où je crois qu'on est en désaccord, la question des bases œuvres politiques du général de Gaulle. Moi, je suis persuadé que le gaullisme, même si je suis d'accord, le général a d'abord eu aussi un entourage et des gens qui ont fait de la politique politicienne autour de lui. Il a su, contre son entourage parfois, refuser une forme de dévoiement de ce qu'était son idée de la vie politique, de la vie publique et de l'engagement. Et je voudrais citer deux exemples, mais qui me paraissent importants. 1965, campagne présidentielle. Tout son entourage lui dit il faut faire campagne, mon général, vous êtes là depuis 1958, les gens s'ennuient, ils veulent changer, vous avez réglé la crise de l'Algérie avec des heureux et des malheureux, il faut faire campagne, sinon ça ne va pas marcher. Le général de Gaulle refuse de faire campagne, il accepte in extremis que Jacques Foccart, dont on retient qu'il est le monsieur France-Afrique, mais il a aussi été le monsieur politique, celui qui faisait le lien avec les partis, il accepte in extremis de faire une vidéo, et puis il est mis en ballettage au premier tour de l'élection présidentielle. Il accepte donc de faire les fameuses vidéos avec Michel Droit qu'on connaît et qui sont restées dans la postérité où il dit l'Europe, 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 ou c'est pas la gauche, la France, c'est pas la droite, la France. Exactement. C'est pas la gauche, la France. C'est pas la droite, la France. Et il dit d'ailleurs, il faut lire, on parlait tout à l'heure quelques biographies, il faut lire l'extraordinaire biographie qui a été faite par Julian Jackson, qui a, n'étant pas français aussi, une distance émotionnelle qui est intéressante avec le général de Gaulle, parce qu'il est capable de dire des choses que, quelle que soit la qualité des travaux, quand on est français, on a une certaine forme de pudeur avec le général de Gaulle, je trouve qu'on soit de gauche ou de droite. Mais premier exemple justement de hauteur politique du général de Gaulle qui refuse d'aller dans l'arène, et d'ailleurs il dit à Foccart, il dit mais s'ils ne veulent plus de moi, eh ben, je partirai. Ça ne l'intéresse pas de rester. Il est là si les Français veulent de lui. Et en 1969, quand il y a le fameux référendum, les calculs sont faits, et très rapidement, on dit au général de Gaulle, vous allez perdre ce référendum. Il le sait plusieurs mois avant de partir. C'est beaucoup interrogé. Est-ce qu'il fait ce référendum pour partir? En réalité, il fait ce référendum parce qu'il y croit profondément. Et quand on lui dit, ben, vous allez partir, si vous allez au bout de ce référendum, on lui donne la chance. Son entourage, les ministres, les conseillers lui disent « Il est encore temps de vous retirer, de dire qu'on s'est mal compris, que vous le ferez plus tard, de terminer votre mandat, etc. » Il dit « Non, je vais au bout. Je vais au bout parce que j'ai cette idée de la politique. » Et sans dresser de parallèles historiques, parce qu'on ne peut pas tout comparer non plus, vous me posiez la question, est-ce que Emmanuel Macron, est-ce que la République En Marche tient ou pas de cette dynamique et ça? Moi, je crois qu'un souhait très fort du président de la République, c'est de dire « Je vais au bout de mes convictions. » Je porte au bout les réformes auxquelles je crois, et tant pis, il y en a qui seront impopulaires, il y en a qui seront douloureuses, je prendrai des risques, mais je vais au bout. Et en ça, il y a quelque chose de profondément gaulliste. Après, je le redis, et là c'est l'historien qui parle, on ne peut pas tout comparer, tout confronter, c'est difficile, mais pour revenir au sujet qui nous occupe, qui est le gaullisme, moi je crois, et je crois que c'est quelque chose où on n'est pas tout à fait d'accord, je crois que le général, contre son entourage,
ne voulait pas de ces compromissions avec la petite politique. Et c'est la différence finalement entre gaullisme et gaulliste. Mais si je peux me permettre, c'est un désaccord mineur, mais qui n'est pas sans intérêt. Le général, je crois, savait que son action n'était possible que parce que des hommes prétendaient agir en son nom, bien que lui-même n'assumait pas la responsabilité de ce qu'il faisait. C'est-à-dire, faites ce que vous avez à faire, et chacun son rôle. Donc lui se tenait à l'abri des calculs, des bases œuvres, mais il savait que tout ça avait lieu. Je veux dire, la politique est rapport de force, la politique est décision, la politique, c'est des volontés qui se confrontent. Et c'est quelquefois, par exemple, au moment de son retour au pouvoir en 58, il doit quand même forcer un peu le jeu pour être capable de revenir. C'est pas la transition la plus, je dirais, sous le signe de la transparence légale telle qu'on la connaîtrait aujourd'hui. Il accepte cette part de jeu, cette part où il force le jeu. C'est pas un reproche que je lui fais. Je pense que les grands politiques sont conscients que la politique n'est pas simplement, elle n'est pas stratosphérique seulement. Quelquefois, elle se fait avec des moyens qui sont difficiles. Et je crois qu'il savait. Ensuite, il y avait ce génie justement d'avoir des hommes qui faisaient le sale travail pour lui. Mais ne croyant pas qu'il n'y en avait pas, ça n'abîme d'aucune manière mon respect pour l'homme et mon admiration pour l'homme. Je veux simplement éviter d'en faire une figure iconique. Et dans ce cas-là, il y a le sujet de l'homme providentiel, qu'il incarne aussi par le fait de forcer le destin par rapport à ça. Déjà, j'ai envie de vous poser la question, et je la pose à vous, Mathieu. Quel homme ou femme providentiel a-t-on aujourd'hui potentiellement en France, au-delà de l'élection de 2022 ? Quelle figure ressemble à ça aujourd'hui en France ? Il n'y en a peut-être pas d'ailleurs. Non, je pense que la France désire plus que tout autre pays la figure de l'homme providentiel. C'est un héritage de la tradition monarchique du pays. C'est fondamentalement, la France a un rapport monarchique au pouvoir. Et a une conception très volontariste de la politique. On croit que le surgissement d'un homme inattendu peut débloquer une situation et faire aboutir toute autre chose. Il y a un échange entre De Gaulle et Aron qui est assez amusant, intéressant. Aron dit « La France ne fait pas de réforme, mais de temps en temps se permet une révolution. » Et De Gaulle corrige en disant « C'est faux. La France ne fait pas de réforme et se permet de temps en temps de faire une révolution. Et dans le cadre de cette révolution, elle en profite pour faire quelques réformes. » Et je pense donc, il y a le sens de la tradition, le désir de l'homme providentiel est inscrit dans la psychologie politique française. Ensuite, chacun se rêve probablement un jour, un soir, un après-midi, en faisant une balade se prend pour le général de Gaulle. Vous-même ? Ouais, assez souvent quand même, mais j'ai quand même assez de lucidité pour savoir que c'est une idée folle. Mais non, je pense que fondamentalement, en politique, tout le monde se rêve un jour homme providentiel, d'une manière ou de l'autre. Je pense que chacun sait aussi, le général ne reviendra pas. Ensuite, on ne sait pas dans 50 ans, dans 100 ans. L'histoire, les situations historiques tragiques accouchent normalement des personnalités d'exception. Je pense que ça, on le sait. Mais pour l'instant, il y a des admirateurs du général de Gaulle, il y en a dans chaque camp, mais je ne crois pas qu'il soit de retour sous quelque trait que ce soit. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas des hommes admirables aujourd'hui en politique en France. Je pense qu'il y en a dans chaque camp. Mais une fois que c'est dit, le général n'est plus des nôtres. Et chacun réclame sa part d'héritage, mais il ne s'est pas réincarné en un personnage nouveau. Du coup, sans dire que ce serait probablement Emmanuel Macron pour vous, Pierre, la question est, est-ce que Emmanuel Macron, vous le voyez et lui-même ou son camp le voit comme un homme providentiel ? Je crois que, alors, je vais vous dire non, je vais peut-être vous surprendre, mais moi je partage tout à fait la conclusion qui a été faite par Mathieu Bock-Côté. Je crois qu'il y a des gens admirables politiquement à droite comme à gauche, quels qu'ils soient, et je crois il faut arrêter le fantasme d'imaginer l'homme providentiel qui remplace le général de Gaulle. Le général de Gaulle, on l'a dit tout à l'heure, c'est un homme de circonstance. Il l'est à deux titres. C'est un homme de circonstance parce que c'est l'homme d'une circonstance, d'une époque, de la guerre. C'est le produit d'une période. Et, pardon, je fais une petite parenthèse, mais le mythe du général de Gaulle, tout le monde se souvient du général de Gaulle, président de la République. Mais le général de Gaulle, c'est d'autres périodes d'histoire. Et c'est très intéressant quand on fait l'histoire du gaullisme, de regarder l'image du général de Gaulle entre 46 et 58. Ça n'est pas celle qu'on a retenue. On a retenu une certaine image du général de Gaulle. Donc, le général de Gaulle, c'est d'abord le fruit d'un parcours, et d'un parcours immensément long. 1890-1970, la Première Guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale, le retour au pouvoir, puis la traversée des Serres, puis le retour au pouvoir, le choc de 65 qu'on a évoqué un moment. Donc, il faut faire attention. On imagine, quand on dit général de Gaulle, une image fixe, alors qu'en fait, c'est une image animée et une histoire longue. Voilà. C'est une question de circonstance. On peut penser à Churchill aussi sur ce registre-là. Churchill, en 1939... pour la plupart, c'est un vieil homme usé, fini, terminé. C'est une éponge à whisky. Il est mort.
Et là, d'un coup, les circonstances le portent au pouvoir. Et bien, De Gaulle, plutôt Churchill passera à l'histoire comme l'homme qui aura tenu tête à Hitler, qui aura incarné la résistance des Britanniques et en fait de l'Europe contre la barbarie nazie. Mais si vous nous expliquez que Churchill, c'est en 1938, les gens autour de vous prennent pour un fou. Donc, quelquefois, les circonstances transforment un homme qui était considéré comme vaincu, avachi, humilié, sans grandeur, ça le propulse. De Gaulle, en 58, certains disent, même parmi ses fidèles, il est trop vieux. Il n'est plus d'actualité. C'est un homme vieilli, c'est un homme usé. Il ne croit même plus lui-même en son propre destin. Bon, et quelques mois plus tard, il prend le pouvoir. Et là, donc vous savez, l'histoire est riche en circonstances inattendues. Et de ce point de vue, c'est pour ça qu'on a toujours besoin d'un bon historien pour raconter notre propre trajectoire, pour raconter à quel point on a été exceptionnels après coup. Et d'ailleurs, Churchill avait cette formule-là au Parlement. Je n'ai pas l'échange exact en tête, mais en gros, il me dit, à l'échelle de l'histoire, monsieur, votre rôle sera absolument terrible. Je dis, comment le savez-vous, monsieur Churchill? C'est moi qui l'écrirai. Donc, il y a quand même cette idée que... il y a un détail ou deux qui manque, vous voyez l'idée. Donc, De Gaulle avait... C'est pas pour rien qu'il a écrit ses mémoires. Churchill, c'est pas pour rien qu'il a écrit l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale et plus largement. On n'est jamais aussi bien servi que par soi-même, et de raconter sa propre légende, raconter sa propre aventure sous le signe de l'aventure héroïque et légendaire, ça sert ensuite à laisser une trace dans la conscience des hommes. Mais peut-être, je rebondis sur ça, mais je peux pas m'en empêcher. Churchill dit aussi quelque chose d'extraordinaire sur De Gaulle. On l'interroge vers la fin de la guerre 44. Est-ce que De Gaulle est un grand homme? Alors il s'agace parce que aujourd'hui on se souvient des Anglais qui accueillent De Gaulle, de la solidarité entre les pays, mais en fait le récit de la Seconde Guerre mondiale, c'est le récit de De Gaulle en guerre contre l'Allemagne et l'Italie, et De Gaulle en guerre contre les Anglais et les Américains qui veulent lui imposer d'autres chefs. Il doit batailler pour son propre camp et il est tout le temps dans les pattes des Anglais et je voudrais pas être mal poli, mais enfin il les agace beaucoup. Et donc on dit à Churchill, est-ce que De Gaulle est un grand homme? Et il dit oui, De Gaulle est irascible, De Gaulle est pénible, De Gaulle n'écoute jamais ce que je lui dis, De Gaulle se prend pour Jeanne d'Arc. Puis il réfléchit, il dit, mais oui, De Gaulle est un grand homme. Et je trouve que cette anecdote est très amusante de ce que vous dites aussi du récit et du mythe personnel qu'on construit et que le général de Gaulle a construit après-guerre, et notamment avec ses mémoires de guerre, la publication des mémoires de guerre, alors que De Gaulle est dans une phase de creux politique, son parti a échoué politiquement, il écrit ses mémoires et ça revitalise son image, et lorsqu'il revient en 1958, c'est Julian Jackson qu'on évoquait il y a quelques instants qui raconte un petit détail que moi je connaissais pas et que j'ai appris en lisant son livre il y a quelques années. Le général a vieilli et a pris un petit peu d'embonpoint, il est un peu plus gros et son image change. On se souvient du général de Gaulle, droit dans ses bottes, fier, droit, l'homme de l'après-guerre, etc. Très longiligne, l'officier carré. Et quand il revient en 1958, quand il fait sa fameuse conférence au Quai d'Orsay, 19 mai 1958, il est plus rond, il fait plus grand-père. Et donc, ça montre aussi que l'image d'un seul homme politique, elle évolue avec le temps. Et ça change l'état d'esprit qu'ont les Français qui voient le général de Gaulle à la télé. Pour certains, ils ne l'ont pas vu depuis des années. Et c'est plus le même homme. Et en le voyant, finalement, souriant, affable, faire des plaisanteries. Est-ce que j'ai jamais attenté aux libertés publiques fondamentales? Je les ai rétablies. Et ai-je une seconde attenté? Jamais. Pourquoi voulez-vous qu'à 67 ans, je commence une carrière de dictateur? Comment voulez-vous qu'à 67 ans, je démarre une carrière de dictateur? Les gens se disent, bon, c'est plus l'image qu'on avait de la guerre. Elle a changé. Et pourtant, c'est le même homme. Et la même idée politique. Je comprends très bien et je vais terminer du coup le débat par cette question. Vous parliez pour avoir un grand homme ou une grande femme providentielle, fondamentalement il faut des circonstances tragiques, sans forcément détailler parce que ça serait même le temps d'un autre débat, voire même de plusieurs débats, mais le sont-elles aujourd'hui, tragiques, ces circonstances? Je crois qu'on entre dans des temps tragiques. Moi, j'appelle ça le réchauffement global des passions politiques. On rentre dans une période historiquement tragique, et ça, j'en doute pas naissant. Donc, théoriquement, mais c'est pas une bonne nouvelle. Hein. Je pense que c'est un proverbe chinois. C'est un proverbe chinois qui dit craignez de vivre dans des temps intéressants. Et je pense que nous sommes dans des temps tout à fait intéressants. Alors, une fois que c'est dit, oui, je crois que les circonstances vont ramener une forme de densité existentielle aux politiques. On quitte le domaine de la politique gestionnaire. On quitte le domaine de la politique technicienne. Donc, il va y avoir des attentes existentielles lourdes qui vont être investies en politique. Pour les uns, c'est, par exemple, chez Mélenchon, c'est sauver le monde de la catastrophe écologique, et c'est sûr, on a besoin d'une révolution pour ça. Pour d'autres, c'est sauver la France, l'Occident, la survie de la nation, tout ça. Bon, il y a plusieurs choses à sauver selon les familles politiques. Mais je pense qu'on renoue avec une dimension existentiellement exigeante de la politique. Mais ça va être vrai pour un bon moment, je crois, qui va dépasser nos petites vies. Oh ben je crois que les crises effectivement sont multiples, écologiques, sanitaires après le Covid, économiques, sociales dans les conséquences, et donc évidemment ça
ça amène à l'urgence de changer de modèle. Peut-être la différence avec le général de Gaulle et son irruption dans la vie politique française, c'est qu'il arrive à un moment de guerre. Et on n'est pas encore à cet extrême, et je nous souhaite en tant que pays de ne pas avoir à le connaître, mais ça amène aussi un tragique à la vie publique, à la vie politique, parce que face à la guerre, c'est la vie ou la mort. Et il y a des choix extraordinaires. D'ailleurs, je me permets, je fais un petit peu de promo pour lui, mais il y a un compte Twitter extraordinaire qui s'appelle Parole de combattant, qui est un historien, Jean-Christophe Dotès, qui publie une fois par jour un portrait d'une personnalité qui a rejoint la France libre, la résistance pendant la Seconde Guerre mondiale, et qui raconte en 180 caractères ce qu'a fait cette personne. Et je crois qu'on a oublié, et moi je trouve ça extraordinaire, je regarde tous les matins, ça me replonge dans les choix tragiques qu'ont dû faire ces gens. Donc je pense qu'on est dans une situation de crise qui impose des changements et peut-être la recherche d'un nouveau modèle politique et de nouvelles figures, de nouvelles formes d'engagement. Je pense aussi, quand on regarde sur le temps long, qu'on n'est pas encore au tragique que peut avoir une guerre et qu'elle peut avoir comme effet sur un régime politique ou un système politique. Merci beaucoup Pierre, merci beaucoup Mathieu, c'était vraiment très intéressant. Ça a permis aussi de faire des bonnes leçons d'histoire pour tous ceux qui n'étaient pas à jour sur le gaullisme et le général de Gaulle. Plus globalement, je vous remercie aussi d'avoir été aussi passionnant, d'avoir autant rebondi l'un sur l'autre. Ça fait très plaisir de voir aussi un ring qui se passe de manière aussi délicieuse. Merci beaucoup d'avoir suivi ce débat. Mettez un commentaire, un like, partagez la vidéo, c'est très important pour le référencement. Retrouvez les travaux évidemment de Pierre et de Mathieu sur leur site respectif, on mettra des liens en description. On se retrouve très bientôt sur le Crayon, c'était Valorant. Ciao. Cette émission du Crayon est maintenant terminée. Je compte sur vous pour vous abonner, pour liker la vidéo, pour nous donner aussi votre avis en commentaire. C'est très important de savoir ce que vous en pensez. N'hésitez pas à débattre, évidemment dans le respect. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. C'était Valorant. Ciao.